Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Et comme ça a été convenu, notre dernier intervenant, M. Jean-Claude Chikaya, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Le dossier de jour, comme tout le monde l'a pu le suivre, la situation en Europe, mais aussi à travers le monde, et la question d'actualité, c'est l'immigration. Et cette fois-ci, avec vous, on va essayer de parler sur cette question, l'iceberg et le beau monde de l'immigration mondiale. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Jean-Claude Chikaya est sociologue et psychosociologue et aussi il est chercheur à l'Institut PSE. Ma première question, M. Chikaya, est la suivante. Est-ce que le monde, dans son ensemble, mis à part l'Europe, bien sûr, ou les États-Unis ou n'importe quel pays, est-ce que nous vivons réellement un boomerang d'une politique qui a duré plusieurs années sur le sujet de l'immigration? On peut dire que le monde, peu ou prou, ça dépend des territoires. Là, on parle du monde, donc donnons les chiffres. Ils sont donc la migration représente un peu plus de 250 millions de personnes sur notre planète, ce qui vaut 3% de la population de la population mondiale. Donc la résonance ou les résonances médiatiques, qu'est-ce qu'elles soulignent? Elles soulignent à travers des paysages politiques, notamment comme en Europe, où en Europe, est-ce qu'on assiste à une crise, des crises migratoires, ou à une crise et des crises politiques au sein des souverainetés, mais aussi au sein, notamment, nous sommes donc le jour où se déroule le mini-sommet, de crise politique. Donc, lié à l'Union européenne ou lié à la gestion qui a maintenant plusieurs décennies de la question des migrations, de la question de l'immigration et de la question des personnes qui sont dites issues de l'immigration. Donc, entre les réalités, mais aussi les perceptions, je vais parler des perceptions, notamment sur le plan sociologique, psychosociologique. Bien sûr. L'Italie, qui a quand même connu en 20 ans l'arrivée d'un million de migrants, aujourd'hui crie et dit de manière légitime ou non légitime, à chacun de se faire son avis et son opinion, que le seuil de tolérance serait donc atteint. Est-ce qu'il y a un seuil de tolérance mondial lié aux migrations, comme cela pourrait donc bouleverser les identités, bouleverser des jeux sociologiques, bouleverser des rapports sociologiques, bouleverser déjà des données économiques qui sont souvent soit dans le rouge, où il y a aussi donc des inquiétudes identitaires, des inquiétudes sociales, des inquiétudes de sécurité, des inquiétudes au niveau économique, ou ce qui concerne le dossier migration est souvent géré de manière à géométrie variable quand les élections régionales, nationales, de chacune des parties du monde, dès qu'elles sont concernées par les élections, est-ce que la question des migrations devient un tremplin ou est-ce que c'est véritablement un problème dans le nouveau monde, dans les nouveaux mondes qui se confrontent aujourd'hui, ne serait-ce qu'en Europe aujourd'hui
Est-ce qu'on assiste à une crise politique ou une crise migratoire, ou sommes-nous devant les deux? Je m'explique. Moins de 67, depuis un an, l'Italie a connu moins 77% d'arrivée des migrants. L'Europe, moins 60%. Mais tel que c'est vécu et perçu au quotidien, est-ce que ces chiffres sont en corrélation avec la vision des choses pour les personnes qui habitent en Italie, en Espagne, c'est-à-dire le sud de l'Europe, la porte notamment du continent africain? Les migrations africaines dans le monde pèsent 13%. Est-ce que dans la perception du monde, de chaque individu, est-ce que tout le monde, ou beaucoup trop de monde, se disent le plus grand problème de l'immigration se situe en Afrique? Alors, est-ce qu'il se situe en Afrique ou se situe des migrations venant d'Afrique vers l'Europe, vers l'Asie du Sud-Est, vers l'Asie du Sud ou vers les Amériques? Reprenons une autre perception qui est souvent absente, des représentations parfois qui ne sont pas nourries par des chiffres. Plus de 80% des migrations sont à l'intra en Afrique. Donc c'est de la ville vers d'autres grandes villes, du village vers d'autres villages ou des villes moyennes ou petites, des migrations régionales, des migrations donc intra-africaines. Certaines sont liées, donc ce sont des réfugiés, donc ça peut être concerné le droit d'asile, des migrations économiques. Donc beaucoup, qu'est-ce qui l'emporte dans l'état d'esprit des gens? Qu'est-ce qui l'emporte dans l'état d'esprit des politiques? Est-ce que c'est la réalité des migrations? Est-ce que c'est l'antériorité des migrations? C'est un phénomène vieux comme le monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans les configurations mondiales, est-ce que les migrations ne posent pas plusieurs problèmes à la fois philosophiques, religieux, économiques, sociologiques, psychosociologiques, politiques, géopolitiques? Est-ce que les classes politiques mondiales et de souveraineté, dans chaque souveraineté, notamment aussi à l'Union africaine, qui est d'ailleurs d'un silence assez assourdissant, mais en fin de semaine, l'Union africaine a à son agenda la problématique de la migration. On parle beaucoup de l'Aquarius, on parle beaucoup d'autres bateaux qui là viennent d'Afrique et on n'entend pas donc les gouvernances, en tout cas les présidents et présidentes sur une bonne partie des migrants qui étaient donc sur l'Aquarius sont nationalité africaine. On n'entend rien. Il y a une gestion qui serait seulement avec une question: est-ce qu'on accueille, combien on les accueille, est-ce qu'on les reconduit à la frontière, qu'est-ce qu'on va faire de ces bateaux? Et alors que la question d'avant, qui doit être posée, c'est la question des pays de provenance. Pourquoi ces personnes sont prêtes à braver au péril de leur vie, tout ce que jonche, tout sur quoi leur chemin est fait et jonché de difficultés et parfois de viols. Donc il est important de se poser la question d'avant, notamment pour l'Afrique et pour les pays de provenance. Pourquoi ces personnes partent de ces pays? Justement, les éléments qui poussent à faire partir les personnes de leur pays. Mais je rajoute pour finir sur votre question, attention, la tendance mondiale, et donc même continentale pour l'Afrique, c'est que les personnes veulent rester dans leur pays, rester dans leur région, rester dans leur continent. Et il y a une autre partie qui veut, pour plusieurs raisons, sont parfois poussées, mais pour plusieurs raisons, veulent participer à cette mondialisation, qui dit aussi être mobile. Mais la tendance mondiale, la tendance humaine mondiale, on pourrait dire même sur le plan sociologique, c'est d'être stable dans son pays, dans sa région, et dans des lieux, dans des environnements, dans des écosystèmes où les personnes ont ont des repères. Sauf que M. Chikaye, il faut qu'on parle faits. Les faits sont là, comme je crois que vous l'avez bien entendu, à travers l'ensemble des intervenants. Donc, sur cette question d'une manière directe ou indirecte, il y a un ordre mondial qui prend
la voie qui est de taille, hein, qui est claire. Deux grandes puissances certainement vont cohabiter, ça maintenant qu'ils vont s'affronter, les États-Unis et la Chine. Tout le monde parle du déclin de l'Europe. On sait pertinemment que l'Europe, en termes de superficie, en termes d'occupation de kilomètres carrés plutôt en Europe, c'est assez important par rapport à un pays qui a fermé ses frontières, qui a mené des actions assez importantes, comme ça a été expliqué par rapport aux États-Unis, et qui impose un ordre. La Chine, la même chose, qui s'installe. Et on parle que de ces Africains qui quittent leur pays parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais pourquoi on bloque, et c'est ça la question principale, pour quelles raisons on bloque la promotion de ces pays, ou bien on maintient au pouvoir des décideurs, comme je viens de faire passer dans le sketch auparavant, qui méritent vraiment la prison, des décideurs africains qui sont là pour leur intérêt personnel et non plus pour l'intérêt de leur population, qui ne demandent que d'être bénéficiaires les premiers au lieu que leurs familles et leurs proches, ces décideurs corrompus, que tout le monde les connaît, et sincèrement, il y a beaucoup de monde qui le disent, sont soutenus par des dirigeants occidentaux. Alors, il est intéressant donc de se poser la question d'avant. Bien sûr, la provenance des migrants, notamment venus d'Afrique, et là plus seulement à l'intra, mais voulant partir à l'extérieur, sont souvent des pays liés à des pays autoritaires, voire plus, mais pas seulement. Il y a des pays démocratiques qui se relèvent doucement de parcours politiques, là encore jonchés de difficultés et un décollage qui prend plus ou moins de temps. Ce qui est intéressant de pointer du doigt sur l'Afrique et sur le plan historique, on assiste à un boomerang historique, que ce soit les suites post-coloniales, des libertés confisquées qui ont été arrachées par les grands de ce continent, donc de ce monde, parce qu'à partir du moment où vous pouvez acquérir votre indépendance, vous participez à l'avènement de la démocratie dans votre pays et donc dans le monde. Et toutes ces démocraties, toutes ces victoires confisquées, et pas seulement par des pays anciennement colonisateurs, mais aussi des faillites internes de gouvernants, comme ça a été souligné, qui malheureusement ne répondent pas du tout, pas seulement par incompétence, mais par non-volonté politique, individuelle, collective, et parfois enfermée dans des dogmes anciens, ou se drapant dans des dogmes tels que le communisme ou autres, mais qui n'en avaient rien et aucune couleur. Et de toute façon, si on fait le bilan du communisme dans le monde, il est aussi malheureusement assez négatif, voire plus, voire jonché de dizaines et de dizaines de millions de morts. Ce à quoi aspirent les populations mondiales et notamment africaines. Comme tous les êtres humains qu'il y a sur Terre, et au-delà des dogmes qui n'ont pas fait leurs preuves et qui malheureusement contribuent à des migrations et à des désespérances internes à l'Afrique, mais aussi des personnes qui viennent d'Afrique, qui veulent aller ailleurs, qui cherchent qu'est-ce que c'est, même les personnes restantes, à quoi elles aspirent? Elles aspirent à des modèles de société et non à des oripeaux, non à des vieux modèles qui n'ont pas fait leurs preuves ou qui ne font pas leurs preuves, mais qui pourraient extirper chacune et chacun de problématiques économiques, sociales, etc., qui ne leur permettent pas de vivre dignement. Et à partir du moment où vous êtes confronté à ce type de difficultés, eh ben, il y a une partie qui vont migrer de village en village, de village vers des villes, de villes vers des régions, et des personnes qui vont vouloir sortir donc du continent. Donc le boomerang historique, il est aussi là. À partir du moment où il y a eu des ratés historiques au sortir des indépendances,
Comment se fait-il qu'aujourd'hui, une bonne partie du monde et de certains experts et des personnes renseignées peuvent-ils se dire étonnés ou faire les personnes qui soient complètement stupéfaites de ce qu'on voit depuis des décennies, depuis toutes ces indépendances ratées, depuis toutes ces années et ces décennies où on voit donc des pays qui ne décollent pas par une opération, pas par un mouvement naturel, mais par des politiques qui ne sont pas mises en place, des politiques sur le plan minimum qui ne sont pas mises en place. Eh bien, la nature ayant horreur du vide, eh bien, les populations se déplacent avec les d'autres éléments qui malheureusement viennent concourir à une migration beaucoup plus forte, les conflits qui surgissent, le terrorisme qui surgit, la pauvreté qui surgit, et malheureusement même les pays qui sont dans des cercles vertueux, eux aussi sont cachés. Parce qu'en Afrique, il y a quand même 54 pays, donc souvent les gens parlent de l'Afrique, et en général, ils voient l'Afrique subsaharienne. Alors il y a toujours un mot, moi, qui me stupéfait, c'est le mot Afrique noire. Donc on racialise une partie de l'Afrique. L'Afrique est de toutes les couleurs. On ne parle pas d'Europe blanche, on ne parle pas d'Amérique blanche, on ne parle pas d'Asie jaune. Donc il serait intéressant d'enlever ce mot qui racialise une bonne partie du monde et ses habitants. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le boomerang historique, quand les personnes viennent d'Afrique, qu'elles soient originaires du haut de l'Afrique, d'Afrique du Nord, et d'ailleurs en Afrique du Nord, on peut être blanc comme noir, on peut être tunisien blanc, on peut être tunisien noir, on peut être marocain noir, et ceci, et cela. Pareil pour la Libye. Et pareil pour l'Afrique subsaharienne. Mais toutes les représentations et les préjugés qui proviennent de la colonisation, mais aussi de la gestion de l'immigration, les discours sur l'immigration, ça aussi c'est un boomerang. Les gens aussi sont accompagnés de peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème parfois interculturel à l'intérieur de l'Afrique. En Afrique aussi, l'immigration génère, notamment en Afrique du Sud et ailleurs, partout, dans tous les pays où il y a de la migration en Afrique, il y a du racisme et il y a de la xénophobie. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas d'espace sans la xénophobie et sans le racisme. Donc ce n'est pas seulement arrivé en Europe que les migrants africains connaissent le racisme. Il faut savoir qu'il y a aussi une partie géoethnique en Afrique qui malheureusement fait aussi son œuvre. Quand vous venez d'une autre région ou d'une autre ethnie, vous pouvez être confronté à de l'ostracisme, à de la xénophobie et au racisme. Et quand vous sortez du continent africain, ou avant, quand vous arrivez en Libye, on a vu l'épisode du racisme et de l'esclavage, et ceci et cela. Est-ce qu'on va revenir dessus tout à l'heure? Mais bon, je pense que les auditeurs sont déjà au courant du racisme effroyable ce à quoi les Africains noirs sont confrontés, et même les Africains libyens noirs sont confrontés dans leur propre pays. Donc le terrain était fécond. Parce que c'est bien une problématique mondiale. Les préjugés, les représentations sur des personnes qu'on croit pauvres intrinsèquement, qu'on croit d'une manière inégalement dotées sur le plan humain, sur le plan de l'intelligence. Et bien tout cela suit, et c'est le boomerang de la colonisation et de tout ce qui a été dans les lois, pas seulement la colonisation, c'est pas l'état d'un racisme populaire, c'était dans les lois. Quand vous étiez blanc, vous êtes convoqué dans la loi à être raciste. Quand vous étiez noir, malheureusement, ou arabe ou autre, ou indo-chinois, vous étiez maltraité par les lois et après par les institutions et les personnes. Donc, comme il n'y a pas eu de travail assez important sur toutes ces données, les discours politiques qu'on entend aujourd'hui en Europe, avec l'avènement des Salvini et autres Orban en Europe, de quoi ils se nourrissent? Mais pourtant, les pays de l'Est, justement, sont des pays anciennement communistes. Le communisme qui se disait non raciste, ceci, cela, encore là, un mensonge historique. On voit bien comment il n'y a pas eu de travail, de travail sur les mentalités et sur les philosophies. Et donc,
À quoi assistons-nous? On assiste avec une rapidité épaisse du discours populiste au discours raciste. Et pas seulement en Italie, pas seulement dans les pays d'Europe de l'Est, mais aussi en France, où un parti, pour ne pas le nommer, tout le monde l'aura reconnu, le Front National. Mais le racisme n'est pas niché seulement dans ces espaces et dans ces partis politiques. Donc c'est bien des problématiques structurelles. Et ceux qui viennent d'Afrique ou d'autres pays en tant que migrants, c'est parce qu'on est migrants, qu'on est non raciste et qu'on est disposé à être démocratique. Donc c'est bien un problème mondial. C'est-à-dire que le boomerang historique, il ne concerne pas seulement les pays qui accueillent, il concerne les pays de provenance, les individus, mais aussi tous les États et les dispositifs liés aux questions de la migration. Justement, c'est pour cela que ça met en exergue l'importance de travailler sur toutes ces données. Justement, M. Tchika, il me reste une seule question, si vous le permettez, parce que le temps presse. Et comme vous l'avez pu constater, le débat il était très riche et aussi de qualité. Là, oui. Il y a des gens, donc il y a des gens avertis qui voient les choses comme quoi ce qu'on appelle le discours politique ou bien la culture vivante de débat politique en Europe cède la place au slogan racial. Est-ce que nous sommes en train de prendre une descente assez importante qui complique la tâche d'une remontée d'une Europe de valeurs déjà qui est en difficulté avec ce duo qui est en train de s'imposer sur la scène internationale, les États-Unis et la Chine? L'Europe et les autres pays que vous venez de citer comme la Chine, les États-Unis et autres, la Chine sur le plan démocratique et sur le plan du racisme ne peut donner aucun cours au monde, et ni la présidence Trump. Sur le plan européen, qu'est-ce qui fonde la construction européenne? Et qu'est-ce qui est au centre des réunions et des enjeux européens? Ce sont bien les critères, les premiers critères, les droits de l'homme, la paix. C'est bien au sortir du nazisme que l'Union européenne s'est donc construite. Donc là, malgré les vicissitudes, les discours racistes, populistes et autres, il y a quand même une bonne partie des Européens, nous sommes 500 millions d'Européens, qui ne sont pas pour tomber dans ce travers ou retomber dans ces travers qui, sur le plan là aussi, j'ai parlé tout à l'heure de la colonisation, mais il n'y a pas eu que la colonisation comme système raciste. Beaucoup de pays ont déjà été donc confrontés à cela en Europe, l'Espagne, l'Italie, et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Donc l'Europe est au pied du mur de ces véritables des critères d'adhésion des 28, des critères qui fondent l'Europe, qui ne sont pas du tout des critères qu'il faut prendre comme ça, comme du symbole. C'est vraiment au centre et au cœur de ce que peut constituer des jours à venir qui vont permettre des discussions dans la paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des accords et autres, mais les montées du populisme qui maintenant, peut-être dès ce soir, dès cette semaine, dès la semaine prochaine, et attention, nous sommes dans une année d'élections européennes. Et si rien n'est fait, s'il n'y a pas d'autosaisissement de chaque individu européen, de chaque souveraineté de tous les pays de l'Union européenne, mais aussi de l'Union européenne en tant qu'institution, sur la fin des discours qui contribuent à faire progresser le racisme, la haine et le mépris dans notre continent européen. Si cela continue, on peut aller vers, malheureusement, des catastrophes sociales sur le plan des affrontements dans les rapports sociaux entre les uns et les autres. Il faut absolument prendre la quintessence et l'épaisseur de la crise
devant laquelle nous sommes. Donc c'est pour ça que j'ai commencé mon propos. Est-ce qu'on est devant une crise migratoire ou une crise politique ou des crises politiques? L'avenir Qu'est-ce qui est au-dessus? l'avenir nous dira, hein, l'avenir nous dira, M. Félix Tchikaya. Et je tiens à vous remercier infiniment d'avoir accepté notre invitation, surtout cet éclairage sociologique hein, que nous vivons actuellement sur la question immigratoire. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Okay. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info.